Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Bon alors aujourd'hui on va essayer une innovation technologique majeure, c'est-à-dire qu'on va remplacer les transparents par une tablette pour essayer d'écrire en temps réel. Alors ça a comme avantage que justement j'écris en temps réel et donc c'est plus le rythme auquel on prend des notes ou auquel on pense. Ça a un inconvénient, c'est que le résultat est moins propre que ce qu'on fait avec les transparents. Vous me direz si vous aimez, il suffit de liker cette série du TD2 qui sera fait à la tablette si vous pensez que c'est bien, ou bien les autres séries si vous préférez la version PowerPoint. Et puis on adaptera en conséquence. Donc le premier exercice du TD2, c'est un exercice qui est strictement un exercice de cours en fait, dans la mesure où on va calculer les paramètres de distribution, enfin on va plutôt calculer les moments, l'espérance et la variance d'une distribution uniforme. Voilà, donc l'énoncé est ici, on prend une variable aléatoire euh, qui suit une distribution uniforme sur l'intervalle AB. Donc concrètement, on observe des valeurs entre A et B, mais c'est une distribution uniforme continue, ce qui veut dire qu'on peut observer des valeurs réelles sur AB. Donc peut-être que jusqu'ici vous avez vu euh, des, des variables uniformes discrètes. Donc, par exemple, quand vous lancez un dé à 6 faces, enfin un dé cubique classique, ça peut vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si le dé n'est pas pipé, eh bien, vous avez la même probabilité d'avoir chacune des 6 valeurs. Donc concrètement, le cas de la variable uniforme discrète, c'est que si on suppose que y suit une uniforme, alors là on va mettre deux crochets pour indiquer que c'est une uniforme discrète. Donc si y suit une loi uniforme sur un 6, ça veut dire que quel que soit petit y dans un 6, et puis on va encore mettre des crochets pour indiquer donc que on a affaire à un antinaturel. Alors je vous rappelle que le grand Y c'est la variable aléatoire, donc c'est la chose qu'on observe. Donc, le résultat du lancer d'un dé, c'est une chose. Petit y c'est une valeur, le résultat du lancer d'un dé, grand Y, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quel que soit petit y qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien la probabilité que la variable aléatoire y soit égale à ce petit y, c'est un sixième. C'est ça qui définit évidemment une loi uniforme, puisque concrètement, ça signifie qu'on a la même probabilité d'avoir chacune des valeurs possibles. Bon, alors ça, c'est ce que vous connaissez probablement, c'est-à-dire une loi uniforme discrète. Ici, on a une loi uniforme continue, d'accord? C'est-à-dire que x suit une loi uniforme sur AB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça suit une loi uniforme sur AB? Ça veut dire qu'on a la même probabilité d'avoir chacune des valeurs de l'intervalle AB. Mais comme c'est continu, euh, en fait, ça peut être n'importe quel nombre réel. Et des nombres réels dans AB, pourvu que AB ne soit pas dégénéré, c'est-à-dire pourvu que A soit différent de B, d'accord? Et donc là, on va supposer que A est différent de B, et puis évidemment que B est plus grand que A, d'accord? Donc en gros, on a vraiment un segment. Comme on a vraiment un segment dont les deux extrémités ne sont pas confondues, on a un nombre de points qui est infini. Et, comme on a un nombre de points qui est infini, on ne peut pas écrire comme on l'a fait dans le cas discret, la probabilité de chacun des points. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, on va avoir la probabilité que la variable aléatoire x soit dans un intervalle qu'on va appeler non pas AB, mais si vous voulez CD, ça va être, comme vous le savez, l'intégrale de C à D, de quoi? De la densité f de x dx. Et justement, donc là, c'est juste pour mettre en place les choses. Hein, en fait, concrètement, on observe une variable réelle qui est à valeur dans l'intervalle AB. Et la question qui nous est posée, dans un premier temps, c'est de calculer l'espérance de cette variable aléatoire, donc x, et puis après on va calculer l'espérance de x au carré. Alors justement, l'espérance de x, alors là, c'est du cours. Donc l'espérance de x, par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x, f de x, dx. Et donc parce que c'est l'intégrale de x fois la densité, bah, il faut qu'on connaisse la densité. Et donc il faut qu'on écrive ce que vaut cette densité. Alors on a l'intuition, comme on a une variable aléatoire uniforme sur AB, que en fait la densité f de cette variable uniforme, elle va s'écrire comment? On va avoir deux cas. Il va de soi que en fait, si x est plus petit que a, ou x est plus grand que b, évidemment, f de x égale 0, ça veut dire concrètement, puisque la densité est nulle, je ne vais pas observer
de valeur de la variable aléatoire en dehors de l'intervalle AB. Dit encore autrement, le support de la distribution, c'est l'intervalle AB. Le support de la distribution, je vous rappelle, c'est l'ensemble des points pour lesquels la densité est strictement positive. Donc en fait, si x est dans l'intervalle AB, là, on va avoir f de x qui va être non nulle, et non seulement elle est non nulle, mais comme on a une variable uniforme, il faut que ce soit toujours la même, la densité, donc elle va être égale à une constante. Et la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que vaut C? Qu'est-ce que vaut C pour que notre fonction soit effectivement une densité de probabilité? Et pour que notre fonction soit effectivement une densité de probabilité, vous vous souvenez, il y a deux conditions. Donc f de x est une densité de probabilité. Si quoi? Si, première condition, f de x non négative. Autrement dit, quel que soit x, f de x est supérieur ou égal à 0. Et puis deuxième condition, il faut en fait qu'on ait une masse totale de probabilité qui nous forme une certitude. Et une masse totale de probabilité, ça veut dire que, en fait, si on prend toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire, donc on prend l'intégrale de la densité sur R, il faut que ça nous donne 1. Ça veut dire qu'on peut avoir une certitude. La densité de probabilité qu'on va choisir, elle nous donne au bout du compte une certitude. Et la certitude, c'est que la variable soit réelle. Si on avait cette intégrale qui valait 0,99, ça veut dire qu'il y aurait une chance 1% que la variable ne soit pas dans R, qu'elle soit ailleurs, imaginaire pur par exemple. Bon, après tout, on pourrait définir une variable complexe, mais ce n'est pas l'objet. Si on avait cette intégrale qui valait plus de 1, ça voudrait dire qu'on aurait quelque chose qui est plus que la certitude, et ça n'existe pas. Donc il faut bien que la probabilité maximale qu'on observe, c'est 1. Bon, on va s'intéresser à ces deux quantités, sachant que, comme on vient de le voir, en fait, on a déjà dit que notre densité, soit c'était une constante dans l'intervalle AB, soit elle vaut 0. Donc en fait, alors, première chose qu'on voit, évidemment, enfin, pour satisfaire la première condition, ce qu'on voit, c'est que là, il faut qu'on ait tout simplement C positif. Bon, C positif, c'est relativement facile. La deuxième condition est un peu plus difficile, c'est qu'on veut maintenant, on veut avoir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, et on veut que ça fasse 1. On va d'abord écrire combien ça vaut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la relation de Chasles pourquoi? Pour réduire cette intégrale à des intégrales qu'on peut calculer plus facilement. En effet, ce qu'on sait, c'est que entre moins l'infini et a, la fonction f, c'est-à-dire la densité, elle vaut 0. Ça, on l'a déjà écrit sur la première page. Donc entre moins l'infini et a, on intègre 0 dx. Entre a et b, on intègre f de x dx, qui ne vaudra pas 0. Et puis, pour finir, entre, cette fois-ci, sur ce qui reste, et ce qui reste de l'intervalle, c'est quoi? C'est b à plus l'infini, on intègre encore 0 dx. D'accord? Bon, et donc, concrètement, de manière évidente, ça, c'est égal à 0, puisqu'on intègre 0. D'accord? Ça, c'est aussi égal à 0, puisqu'on intègre aussi 0. Et donc, ce qui reste, c'est qu'il reste à intégrer l'intégrale de a à b de f de x dx. Et l'intégrale de a à b de f de x dx, ce qu'on sait, c'est que entre a et b, f de x vaut c. Donc en fait, on veut l'intégrale de a à b de la constante c dx. Donc on veut simplement une primitive de une primitive de c pour pouvoir calculer cette intégrale. Et une primitive de c, c'est pas très compliqué. On va quand même indiquer que on cherche une primitive de c, de cette constante c. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme primitive de cette constante c? De manière évidente, la dérivée de x, c'est 1. Et de manière évidente, la dérivée de cx, c'est c. Donc puisque la dérivée de cx, c'est c, eh bien, ça signifie que cx est une primitive de c. Et puisque cx est une primitive de c, eh bien on peut écrire que quoi?
que ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de c dx, c'est, on remplace l'intégrale par un crochet avec les mêmes bornes, ab, et dans le crochet, on met la primitive qu'on a calculée de la fonction qu'on cherchait à intégrer, donc ici c'est x. Et évidemment, la valeur de ce crochet, c'est quoi? C'est la différence entre la valeur aux bornes de la fonction qu'on a mis entre crochets, c'est-à-dire ici cb, hein, c'est x pour x égale b, moins cx pour x égale a, c'est-à-dire ca. Et on peut même, si on veut, factoriser, de sorte qu'on écrit c facteur de b moins a. Bon, donc on a calculé l'intégrale, et ce qu'on veut, souvenez-vous, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx est égal à 1. Autrement dit, on veut c facteur de b moins a qui soit égal à 1. Et c facteur de b moins a qui est égal à 1, alors b et a ils sont donnés, c'est les limites du support, enfin les extrémités du support. Donc en fait, ce qui nous importe, c'est d'identifier c, et donc d'écrire que c, c'est 1 sur b moins a. Et alors en fait, là, on est très content, parce que comme b est supérieur à a, b moins a est positif, et donc 1 sur b moins a, c'est 1 sur un nombre positif, donc c'est positif. Et donc on a ce qu'on veut. Hein, maintenant, on sait qu'on a les deux conditions, hein, c'est-à-dire qu'on a c qui vaut 1 sur b moins a, qui est positif. Donc ça, positif, on va le mettre un peu plus clairement. Ça implique donc que f est non négative. Même si ce n'est pas très bien écrit, c'est une première propriété que f est non négative. Et puis deuxième propriété, on a donc que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, cette intégrale, elle vaut 1. D'accord ? Et donc l'ensemble de ces deux propriétés, 1 et 2, conjointement, ça implique que f de x est une densité de probabilité. Donc, et non seulement c'est une densité de probabilité, mais en plus c'est la densité de probabilité de la variable aléatoire x qui nous intéresse. Donc on cherche à calculer l'espérance. Bon, mais première étape, on a exprimé la densité de probabilité de la variable aléatoire, et donc on va pouvoir se livrer à la deuxième étape, c'est-à-dire de répondre à la question qui nous est posée, qu'est-ce que vaut l'espérance de cette variable aléatoire? Et donc l'espérance de cette variable aléatoire, on l'a déjà écrit, mais ça fait jamais de mal de le répéter. L'espérance d'une variable aléatoire, c'est l'intégrale de la valeur de la variable aléatoire multipliée par la valeur de la densité, et ça pour toutes les valeurs possibles, dans, là en l'occurrence dans R, puisqu'on a une variable aléatoire réelle. Alors de manière évidente, comme on l'a fait quand on s'est intéressé à la densité elle-même, on va diviser cette intégrale en 3 en utilisant la relation de Charles, c'est-à-dire qu'on a entre moins l'infini et a, en fait, comme la densité est nulle, ben, x fois la densité c'est nul aussi, puisque 0 est l'élément absorbant de la multiplication, donc on intègre 0 dx. Entre a et b, on intègre effectivement x f de x dx, à préciser, on s'en souviendra tout à l'heure, et ensuite entre b et plus l'infini, on intègre encore 0 dx, de sorte que ce terme est nul, et donc ce qui reste comme espérance, c'est donc l'intégrale de a à b de x, f de x dx, avec évidemment ici f de x qui vaut c, et qui vaut précisément 1 sur b moins a. N'est-ce pas? Donc on peut faire un pas de plus, et le pas de plus, on va le faire comment? Ben, on va le faire en écrivant que donc l'espérance de x qu'on cherche à calculer, ce serait quand même mieux si j'écrivais un peu moins mal. Donc l'espérance de x qu'on cherche à calculer, on a dit c'est l'intégrale de non plus de moins l'infini à plus l'infini, mais cette fois-ci de a à b, de f de x, mais f de x on a dit que c'était 1 sur b moins a, donc on a 1 sur b moins a, fois x dx, puisque c'est pour rappeler que l'intégrante c'est x là-dedans. Et donc pour ça, on cherche donc une primitive, puisqu'on a une intégrale définie, qu'on va savoir calculer,
Bon, pour lever toute ambiguïté, je vais rappeler que ici c'est un signe plus, hein, c'est pas un moins. Donc, en fait, on cherche une primitive de x sur b moins a. Bon, de manière évidente, si on considère x2 et qu'on dérive x2, ça va nous donner 2x. Mais la fonction qu'on veut intégrer, c'est pas 2x, c'est x sur b moins a. On va retrouver x sur b moins a en écrivant quoi? Ben, si on dérive x2 sur 2b moins a, là, il n'y a pas de problème, puisque, en fait, la dérivée de x2 sur 2b moins a, c'est la dérivée de x2, c'est 2x, divisé par 2b moins a. On va peut-être mettre des parenthèses. Ce qui reste, c'est x sur b moins a. Et c'est justement la fonction dont on cherche une primitive. Donc, on peut dire que, en fait, x2 sur 2b moins a est une primitive Une primitive de quoi? Ben, une primitive de la fonction qu'on cherche à intégrer. Et la fonction qu'on cherche à intégrer, c'est quoi? Eh bien, c'est x sur b moins a. Donc, on peut dire maintenant que l'intégrale qu'on avait plus haut, c'est l'intégrale de a à b de x sur b moins a dx, eh bien, cette intégrale, on peut la réécrire comme étant un crochet, avec les mêmes bornes que l'intégrale, hein, AB. Et dans le crochet, qu'est-ce qu'on met? On met la primitive qu'on vient de calculer. Donc x qu'on vient de trouver, sur b moins a. Voilà, donc notre espérance, elle se réduit à ce crochet, et on va calculer la valeur de ce crochet. L'espérance de x, on vient donc de montrer que c'était x. Ah pardon, je pense que j'ai dû me tromper en route, puisque j'ai dit qu'on mettait la primitive qu'on venait de calculer. La primitive qu'on vient de calculer, je vous prie de m'excuser, mais c'était x2 sur 2 facteur de b moins a. Et c'est bien 2 facteurs de b moins a. La parenthèse n'était pas au bon endroit. Voilà, on y est. Donc on a x2 sur 2 facteurs de b moins a. Et les bornes du crochet, comme les bornes de l'intégrale, ce sont a et b. Un crochet, ça vaut toujours la différence entre la valeur de la fonction aux deux bornes. Donc ici, en fait, on a quoi? On a b2 sur 2b moins a, moins a2 sur le même dénominateur, et donc je peux directement mettre moins a2 comme ça. C'est d'autant plus indiqué que comme on divise par b moins a, on aimerait bien pouvoir factoriser le numérateur avec du b moins a. Mais justement, on a une identité remarquable. Bon souvenir de quatrième. L'identité remarquable, c'est quoi? C'est que b2 moins a2, vous devez vous souvenir, c'est b moins a facteur de b plus a. Bon, et donc si on remplace notre b2 moins a2, qui est au numérateur, par b moins a facteur de b plus a, on a toujours un dénominateur qui est 2b moins a, et vous voyez que même si c'est très mal écrit, on a quand même b moins a au numérateur et au dénominateur. Donc, on peut simplifier. On simplifie, et qu'est-ce qui reste? Il reste b plus a sur 2. Et là, on a bien trouvé une espérance qui est explicite, parce que on connaît b et a, ce ne sont pas des inconnus, ce sont les extrémités du segment dans lequel s'inscrivent les valeurs possibles de la variable aléatoire x. Et même si on veut regarder concrètement, c'est quoi ce segment AB? Et c'est quoi ce b plus a sur 2? On a a, on a b,
Quand on fait la somme des deux et qu'on divise par 2, ben, on a a plus b ou b plus a sur 2. C'est tout simplement le milieu du segment. Alors, c'est pas très... C'est le milieu du segment AB, bien sûr. Si vous préférez aussi, c'est le milieu du segment qui est le support de la distribution ou le support de la variable aléatoire. Et concrètement, l'espérance, c'est le milieu du segment. En moyenne, ce qu'on va trouver, c'est le milieu du segment. Pourquoi? Justement parce qu'on a une variable uniforme. C'est-à-dire que, comme n'importe quelle valeur du segment a la même probabilité, ben en moyenne, on est au milieu du segment. Il va de soi que si on avait une densité qui était plutôt du côté de B, la moyenne serait supérieure. Elle serait au-dessus du milieu du segment. Si on avait eu plus de densité du côté de A, on aurait une moyenne inférieure. Mais là, comme on a une densité qui est répartie de manière uniforme, eh bien, l'espérance, c'est le milieu du segment. Sans grande surprise. Bon, mais ceci était quand même l'occasion de comprendre comment est fichue la densité d'une variable aléatoire uniforme, et puis comment on calcule l'espérance. Dans la question suivante, on nous demande de calculer l'espérance de x au carré, et ce sera évidemment sans grande surprise, puisque une fois qu'on a compris la définition de l'espérance, on a compris la définition de l'espérance du carré de la variable aléatoire. De la même manière, c'est une intégrale. Dans cette intégrale, on va non pas mettre x, puisque ce n'est pas l'espérance de x, mais c'est l'espérance de x au carré, donc on va dire que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x2, f de x, dx. Et puis, exactement comme on l'a déjà fait deux fois, soit quand on calculait l'intégrale de la densité toute seule, soit quand on calculait l'intégrale dans le but de calculer l'espérance, on va couper cette intégrale en trois parties. On a une partie de moins l'infini à a, où comme la densité est nulle, en fait, quand on intègre 0. Et puis en fait, on sait que cette intégrale va valoir 0. On a une intégrale de a à b de x2 f de x dx, et puis on récupérera tout à l'heure, quand on aura le temps d'y penser, la valeur de f de x. Et puis on a un troisième morceau, qui est donc l'intégrale de b à plus l'infini. De quoi? De x2, très bien, mais surtout d'une fonction densité qui vaut 0. Donc, quand on intègre 0, on va avoir 0, sans surprise. Et donc, on se débarrasse de ça aussi, puisque c'est nul également. Et donc, exactement comme dans les deux cas précédents, on a en fait une intégrale qu'on a réduite à quoi? Qu'on a réduite tout simplement à une intégrale plus simple, parce qu'au lieu d'être une intégrale indéfinie avec des bornes à l'infini, on a en fait l'intégrale de a à b de x2 f de x dx, sachant que en fait f de x ici, c'est quoi? C'est 1 sur b moins a. C'est ce qu'on a calculé dans la première partie de la question. Donc concrètement, on a l'intégrale de a à b de x2 sur b moins a, et l'intégrande c'est x, donc on met dx. Quand on dit l'intégrande c'est x, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est x qui varie entre a et b. Donc de fait, quand on va chercher une primitive de ça, c'est sur x qu'on va chercher une primitive. Bon, là il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup de surprises dans la suite. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de surprises? Parce que comme on a une fonction qui est en fait un monôme du deuxième degré, c'est x2 multiplié par 1 sur b moins a, mais c'est un monôme du deuxième degré. Donc concrètement, ce qu'on va chercher comme primitive, ça va être un monôme du troisième degré. Concrètement, on sait que x3, si on dérive x3, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 3x2. Bon, 3x2, c'est plus qu'il ne nous faut, puisque nous, la fonction qu'on veut intégrer, c'est pas 3x2. x2, là, c'est un 2. Ça n'a pas l'air, mais voilà. Donc ce qu'on veut intégrer, c'est pas 3x2, c'est x2 sur b moins a. Donc en fait, il faut qu'on divise ce x3 par 3b moins a. Et quand on a x3 sur 3b moins a, eh bien, sans aucune surprise, quand on dérive cette fonction, on trouve quoi? On trouve 3x2, qui est la dérivée de x3, et puis on trouve le dénominateur qu'on a mis,
c'est-à-dire 3b-a. Et c'était évidemment miraculeux, mais les 3 se simplifient, et il reste x3 sur b-a, qui est justement la fonction qu'on cherche à... Pardon, il reste x2 sur b-a, excusez-moi, qui est la fonction qu'on cherche à intégrer. C'est pas très joli, hein, mais bon. Vous avez compris. Vous avez compris que, en fait, ceci nous implique que quoi? Que x3 sur 3b-a est donc une primitive de quoi? De la fonction qu'on cherche à intégrer. Et la fonction qu'on cherche à intégrer, c'est étonnant, c'est celle qui est dans l'intégrale. Et c'est tout simplement x2 sur b-a. Bon, et bien donc puisqu'on est une primitive, on peut intégrer. Chic alors. Et comment est-ce qu'on intègre? Eh bien, on intègre en disant que donc l'intégrale de a à b de x2 sur b-a dx, c'est égal à un crochet qui a les mêmes bornes que l'intégrale, c'est-à-dire AB, et dans ce crochet, on met la primitive de la fonction qu'on vient de trouver. Enfin, la primitive qu'on vient de trouver pour la fonction qu'on cherche à intégrer. Et donc x3 sur 3b-a. Voilà, et donc pour calculer ce crochet, c'est pas compliqué, c'est la différence entre les valeurs aux bornes de la fonction qui est dans le crochet. Donc de fait, c'est 1 sur 3b-a. Ça, c'est le plus ennuyeux à écrire. Et puis, en fait, la valeur du crochet, c'est x3 pour x égale b, donc c'est b3 sur 3b-a, moins a3 sur 3b-a. Puis là, on est un peu déçu parce que tout à l'heure, on avait pu factoriser facilement b2-a2 quand on calculait l'espérance. Là, factoriser b3-a3... Alors, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent b3-a3 comme identité remarquable. Mais si vous êtes comme moi un pauvre neuneu et que vous ne connaissez pas b3-a3 comme identité remarquable, il va falloir trouver une solution. La solution, elle est quand même concrètement qu'en multipliant b-a par un machin par un polynôme où il y a des a et des b, on devrait retrouver b3-a3. La question c'est, oui d'accord, mais qu'est-ce qu'on met comme polynôme? On va essayer. On ne sait pas, on va essayer de trouver. On va chercher une heuristique. Une heuristique, c'est donc un machin qui consiste à chercher une solution qu'on ne connaît pas. Parce que chercher une solution qu'on connaît, c'est juste qu'on a perdu la mémoire. Non mais ici, blague à part, regardez. On veut du b-a, on veut factoriser par b-a puisqu'on veut que ça se simplifie avec le numérateur. Et puis on veut arriver à b3-a3. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un terme en b2, parce que sinon ça ne nous fera pas du b3. On veut avoir un terme en A3, en A2, pardon, parce que si on n'a pas un terme en A2, on n'aura pas de A3. Et puis entre les deux, on va mettre un signe plus pour que tout se tienne. Entre les deux, on veut un terme en AB. Pourquoi? Parce que pour une raison simple, c'est qu'en fait, quand vous faites B fois B2, ça va vous faire B3, d'accord. Mais ensuite, vous faites moins A fois B2, ça vous fait du moins AB carré. Donc là, vous avez un terme où il y a du A et du B carré. Donc pour vous en débarrasser, il faut que vous ayez du AB qui va multiplier B carré. Bon, seulement le problème, c'est que le terme en AB là qu'on vient d'écrire, on ne sait pas combien on en veut. Donc comme on ne sait pas combien on en veut, on met un paramètre devant, et puis ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'estimer le paramètre qui est tel que ça marche. Et comment est-ce qu'on estime le paramètre? Pas de manière magique, hein, comme des bourrins, en développant le calcul, et puis en voyant de quel gamma on a besoin. Alors on développe le calcul. C'est-à-dire que concrètement, on multiplie la deuxième parenthèse par... on utilise la distributivité de la multiplication. Donc on va faire d'abord B fois le contenu de la parenthèse où il y a 3 termes, moins A fois le contenu de la parenthèse où il y a 3 termes. Ça nous donnera le produit. Donc concrètement, on fait B fois B2, ça nous fait B3. Plus B fois gamma AB. Donc ça nous fait plus gamma AB2.
plus B fois A2. Donc, on va dire que c'est A2B. Parce qu'on met toujours les A devant les B, comme ça, ce sera plus visible. Bon, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a moins AB2. Bon, alors moins AB2, tant qu'à faire, on va le mettre sous le terme où il y a déjà du AB2. Donc, moins AB2. Moins A fois gamma AB. A fois gamma AB, c'est quoi? Ben, ça nous fait gamma A2B. Donc, moins gamma A2B. Moins A3. Donc en fait, on a bien du B3 moins A3. C'est ce qu'on veut avoir, puisqu'on veut que cette espèce de machin truc, ce soit égal à B3 moins A3. Sauf que pour que ce soit égal à B3 moins A3, idéalement, il faudrait que ça soit égal à 0. Et il faudrait que ça, ce soit égal à 0 aussi. Quand je dis ça, ça veut dire la somme gamma AB2 moins AB2, d'une part, et puis la somme A2B moins gamma A2B. Donc concrètement, on veut quoi? On veut que AB2 facteur de gamma moins 1 soit égal à 0. De la même manière que A2B facteur de 1 moins gamma doit aussi être égal à 0. Alors là, on a quand même un truc miraculeux. Alors évidemment, on exclut le fait, enfin on exclut la possibilité qu'on ait A ou B égale à 0, c'est pas intéressant. Non, ce qui nous intéresse, c'est que ce qui crève les yeux, c'est que si gamma égale 1, ben ça marche. Donc de fait, si gamma égale 1, ça élimine les termes de degré inférieur à 3, enfin en fait les termes où il y a à la fois du A et du B. Et donc si gamma est égal à 1, ben en fait ça signifie tout simplement que B3 moins A3 c'est égal à quoi? À B moins A multiplié par B2 plus gamma égale 1 fois AB, donc en fait AB, plus A2, et voilà, on a notre factorisation. Et donc, puisqu'on a notre factorisation, ben on va pouvoir continuer notre calcul, enfin, non pas notre calcul, parce que là, il ne s'agit plus de calcul, il s'agit d'exprimer plus simplement l'espérance de x au carré. Parce que je vous rappelle que c'est quand même de ça qu'on était parti. Donc, exprimons plus simplement. Ben, on a donc l'espérance de x au carré. Alors, je ne répète pas que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x2, etc. Je dis simplement, si on fait B3 moins A3 sur quoi sur je ne me souviens plus, mais c'est pas grave, on va revenir en arrière. Sur 3B moins A, pardon. B3 moins A3 sur 3B moins A. Et ce qu'on vient d'écrire, c'est que ce B3 moins A3, ça pouvait s'écrire B moins A facteur de B2 plus A2, pardon, plus AB, plus A2. Et évidemment, comme on s'est contenté de réécrire le numérateur, le dénominateur, il n'a pas bougé pendant ce temps-là, il vaut toujours 3B moins A. Et ça tombe bien, figurez-vous, parce que ce qu'on veut, c'est justement simplifier l'écriture. Or, comme on a du B moins A au numérateur et au dénominateur, eh bien, on peut les simplifier, et il nous reste donc B2 plus AB plus A2 sur 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc? En fait, pas grand-chose. Hein. Il faut bien dire ce qui est. La question, si elle s'arrête là, elle est quand même essentiellement formelle. Parce que l'espérance de x au carré, c'est rarement intéressant pour soi. En fait, ça va être intéressant parce qu'il y a une question 2. La question 2, c'est calculer la variance de x. Et pour calculer la variance de x, on va être content d'avoir l'espérance de x au carré. En effet, quand il est question de calculer la variance de x, alors, la variance de x, en fait, c'est une espérance. C'est quoi? C'est l'espérance de, on peut le dire, de x moins e de x au carré. Et c'est x moins e de x qui est mise au carré, n'est-ce pas? Cette quantité-là est mise au carré.
en fait, il faudrait écrire ça comme un crochet, pour faire la différence, pour pas que ce soit le même signe que les parenthèses qui sont autour de x, et puis on remet autour d'une parenthèse. Alors, pourquoi c'est la définition de la variance? Parce que, de fait, quand on dit la variance, c'est l'espérance de x moins de x, le tout au carré, c'est donc en français la moyenne des carrés, des écarts à la moyenne. Donc la variance, ça donne une idée de la dispersion autour de la moyenne. Puisque deux quantités peuvent avoir la même espérance, mais dans un cas, les valeurs qu'on observe peuvent être très éloignées de la moyenne, dans l'autre cas, elles peuvent être très près de la moyenne. L'intérêt de considérer le carré des écarts à la moyenne, c'est que les écarts positifs et les écarts négatifs ne se compensent pas, mais comme on les met au carré, ils s'additionnent. Bon, seulement cette définition de la variance qui est importante pour comprendre ce que c'est que la variance. En gros, c'est la distance, c'est les carrés des distances à la moyenne. D'accord. C'est important pour comprendre ce qu'est la variance, mais ça ne va pas du tout nous aider à calculer la variance dans le cas présent. En revanche, on a une caractérisation de la variance qui, là, va être beaucoup plus utile dans cet exercice, même si c'est important d'avoir compris ce que c'est que la variance. Et cette caractérisation, ça consiste à dire que la variance, c'est l'espérance du carré de la variable moins le carré de l'espérance. L'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Bon, alors ça, il pourrait arriver qu'on s'en mêle les pinceaux. En fait, l'espérance du carré, c'est toujours plus grand que le carré de l'espérance. Ça se démontre, mais intuitivement, c'est assez simple. Quand vous faites l'espérance du carré, ça veut dire que vous faites la moyenne de valeurs qui sont toutes positives. Enfin, du moins, si vous considérez une variable réelle. Si vous avez des imaginaires purs, c'est une autre affaire. Mais on va éviter. Donc, si vous considérez une variable réelle, quand vous faites l'espérance du carré, vous faites la moyenne de termes qui sont tous positifs. Alors que quand vous faites le carré de l'espérance, vous prenez le carré d'une moyenne, dans lequel, s'il y a des termes négatifs, ça fait baisser la moyenne. Alors, c'est toujours pareil. Si vous y pensez plus, pensez à vos notes. Est-ce que vous préférez qu'on mette toutes vos notes au carré avant de faire la moyenne, ou est-ce que vous préférez qu'on prenne le carré de votre moyenne? Bon, si vous en avez à faire le carré de votre moyenne, c'est que sur 20, ça ne doit pas être très élevé. Non, blague à part, surtout vous n'êtes pas habitué à avoir des notes négatives, mais par exemple, si vous faisiez des dictées ou des versions latines, où on a facilement des notes négatives, il vaut bien mieux qu'on fasse le carré des notes avant de faire la moyenne, plutôt que de faire une moyenne où il y a des notes négatives, et d'en prendre le carré ensuite. Bon, c'était juste pour essayer de vous toucher avec un truc qui, en général, vous fait réagir. Mais peut-être que si cet argument ne fonctionne pas et que vous vous en souvenez pas, je devrais mettre des notes négatives. On y réfléchira. Et surtout, là, ce qu'on va se dire, c'est que ça tombe bien parce qu'en fait, on sait ce que vaut l'espérance de x au carré et on sait ce que vaut le carré de l'espérance. L'espérance de x au carré, on vient de la calculer, c'est A2 plus AB plus B2 sur 3. Et puis, l'espérance, vous vous souvenez, c'était A plus B sur 2. Ça, c'est vraiment pas difficile de s'en souvenir, puisque c'est le milieu du segment AB. L'autre, je conviens que on s'en souvienne pas forcément. D'ailleurs, ça tombe bien, ça sert à rien, puisqu'il suffit de le recalculer. Donc ça, il faut le mettre au carré. Bon, alors ce qu'on constate immédiatement, c'est quoi? Si vous voulez, on peut développer le carré, comme ça va nous donner le temps de venir. Et puis, on peut aussi remettre les choses dans l'ordre, si vous voulez. Puisque on se souvient qu'en fait, on avait écrit ça comme étant B2 plus AB plus A2 sur 3. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, une identité remarquable. C'est jamais compliqué à développer des identités remarquables comme ça. C'est quoi? Si on veut le mettre dans le même ordre, c'est B2 plus 2AB, le double produit, plus A2 sur 2 au carré, et 2 au carré, c'est 4. Et donc concrètement, on a un terme sur 3 plus un terme sur 4. Donc il faut qu'on mette tout sur la même fraction. Pour ça, il faut trouver un dénominateur commun. Évidemment, le plus petit commun multiple de 3 et de 4, c'est 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Donc en fait, il faut qu'on se rapporte sur 12. Pour ça, on va prendre une nouvelle page, et on va donc écrire que la variance
de x, c'est quoi? Ben, le premier terme, comme il est sur 3, il faut qu'on le ramène sur 4. Donc c'est 4 fois ce qu'on avait. Vous vous souvenez ce qu'on avait? On avait B2 plus AB plus A2 sur 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12. C'est justement ce qu'on veut obtenir. Moins 3 fois B2. Il y a une magnifique photo ici, mais on va peut-être la déplacer si ça ne vous dérange pas. Donc, on continue. On avait en fait A plus B au carré. Donc, 2AB. Et puis encore A2. Et puis le tout, il est sur 3 fois 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc tout est sur 12. Très bien, formidable. Il va falloir développer. Alors si on développe, eh ben, on a 4B2 plus 4AB plus 4A2 alors là, la suite, il ne faut pas faire d'erreur de signe. C'est ce qui est un peu fatigant. Mais on voit qu'on a moins 3B2 moins 3 fois 2, 6AB, moins, c'est toujours moins puisqu'on a un moins devant la fraction dans son ensemble, moins 3A2. Le tout sur 12. Bon, donc il faut juste qu'on élimine les termes qui s'éliminent. Et bon, c'est quand même de l'arithmétique plutôt enfantine. Pourquoi? Parce que des B2, on en a 4 moins 3. Donc il en reste 1, il reste B2. Ensuite, des AB, on en a 4 moins 6, donc il en reste moins 2. Et puis des A2, il y en a 4 moins 3, donc il en reste 1. Le tout est sur 12. Et quand on voit ce qu'on a, B2 moins 2AB plus A2, si je vous le mets dans l'autre sens, A2 moins 2AB plus B2, il paraît évident que c'est... Alors, vous pouvez l'écrire B moins A ou A moins B. Moi, je vais l'écrire B moins A. B moins A au carré sur 12. Et pourquoi j'écris B moins A au carré sur 12? C'est une bête convention d'écriture. C'est simplement parce que comme B est plus grand que A, B moins A est positif. Et c'est toujours plus agréable de compter avec des nombres positifs. Ça évite de se trimballer avec des signes moins. Voilà. Donc en fait, la variance de notre loi uniforme, c'est B moins A carré sur 12. Si bien d'ailleurs que quand X est une variable uniforme continue sur AB, et bien maintenant, on connaît les moments de la distribution de X. Le moment d'ordre 1, l'espérance de X, on l'a dit, c'est pas très beau ce que j'écris, mais on va essayer de se rattraper avec l'intensité du contenu, n'est-ce pas? C'est le milieu du segment AB, c'est donc A plus B sur 2. Et la variance de X, c'est ce machin qu'on vient de calculer, c'est-à-dire tout simplement B moins A au carré sur 12. Et voilà. C'était pour ça que c'était un peu, ça ressemblait un peu à du cours cet exercice. Mais c'est pas fini. Il reste une dernière question. La dernière question, c'est qu'on nous demande en fait de calculer l'espérance de 1 sur x. Bon, c'est juste un pas de plus par rapport à calculer l'espérance de x au carré, par exemple, pour calculer l'espérance de x. C'est encore une application, enfin c'est encore une bête question où il suffit d'écrire l'espérance de 1 sur x, d'écrire ce que ça vaut. D'où l'intérêt de connaître son cours d'ailleurs, parce que si on ne connaît pas son cours, on ne peut pas répondre à la question dans la mesure où on ne peut pas démarrer. Et donc, l'espérance de 1 sur x,
De même qu'on avait écrit que l'espérance de x, c'était l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f de x dx, là, l'intégrale l'espérance de x au carré, c'était l'intégrale de x au carré f de x dx, là, l'intégrale de, l'espérance de 1 sur x, ça va être l'intégrale de 1 sur x f de x dx. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur x f de x dx. Et comme on l'a déjà constaté 25 fois, non pardon, c'était juste 3 fois. Cette intégrale, on peut la diviser en 3 parties. Une intégrale de moins l'infini à a, où en fait, comme la densité est nulle, parce que concrètement il n'y a pas d'observation, c'est pas dans le support, du coup, puisque la densité est nulle, ce qu'on intègre c'est 0 dx, plus une intégrale de a à b de quoi, de 1 sur x f de x dx. Pour compacter un peu l'écriture, même ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait directement mettre le dx sur x, et puis une intégrale de b à plus l'infini de 0, et comme à chaque fois qu'on intègre 0, ça vaut 0. Et c'est vrai aussi bien pour l'intégrale de b à plus l'infini que pour l'intégrale de moins l'infini à a. Tout ça ne vaut rien, si bien qu'il nous reste simplement l'intégrale de a à b, de quoi? On a dit de dx sur x, et combien vaut la densité? La densité elle vaut 1 sur b moins a. Bon, et donc, pour calculer cette intégrale, on a juste besoin de connaître une primitive de 1 sur x. Enfin, de 1 sur x b moins a, mais en fait, si on connaît une primitive de 1 sur x, il suffira de la multiplier par 1 sur b moins a, et on aura une primitive de 1 sur x b moins a. Question, qu'est-ce qu'on a comme primitive de 1 sur x? Réponse, en fait, quand on dérive le log de x, on trouve 1 sur x. Alors il y a des astuces avec les bornes, parce qu'évidemment, on ne dérive pas log de x quand x est négatif. Bon d'accord, on va considérer donc que a et b sont positifs et que b est supérieur à a, comme on l'a déjà dit. Très bien. Mais donc ça suffit pour nous, pour dire que, en fait, 1 sur log de x sur b moins a, sous réserve que b soit pas égal à a, d'accord, je ne l'écris pas, mais vous l'avez compris, ça vaut 1 sur x fois b moins a. Et ça tombe bigrement bien, puisque figurez-vous que c'est justement la fonction qu'on cherche à intégrer. Donc puisque c'est juste la fonction qu'on cherche à intégrer, eh bien, on peut écrire que l'espérance de 1 sur x, qu'on a montré être égale à l'intégrale de a à b de dx sur x fois b moins a. Cette intégrale, en fait, on pouvait la remplacer par un crochet qui avait les mêmes bornes. Et dans le crochet, même si ce n'est pas une très grande surprise, on va mettre la fonction qui correspond en fait à la primitive qu'on vient de trouver pour la fonction qu'on cherchait à intégrer. C'est donc égal à log de x sur b moins a. Et donc, ce qu'on a ici, puisque la valeur du crochet, c'est la valeur, la différence entre les valeurs aux bornes de la fonction, en fait, on a log de b sur b moins a moins log de a sur b moins a, comme c'est sur le même dénominateur, on va le mettre à la suite. Et évidemment, ça c'est vrai si a est positif,
Enfin, c'est vrai, ça n'a du sens que si A est positif et B est positif. Et puis, comme on l'avait dit, B est supérieur à A. Et bien ça tombe bien parce que du coup, on a répondu à la question. Encore une fois, A et B sont parfaitement identifiés. Donc log de B moins log de A, pour peu que A et B soient strictement supérieurs à 0 et en plus différents, parce que sinon on a un dénominateur qui pose un peu un problème, on a identifié espérance de 1 sur x. Du coup, on a fait l'exercice. Du coup, on est trop fort. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles stats de l'économie.